Ok, bah moi aussi. User in your channel started recording. Donc, lors de la dernière session, vous aviez pris un petit peu possession tranquillement du château, du manoir Gillenkreuz, le manoir qui avait appartenu à la société. Vous avez découvert son charmant concierge, Algot Frisk. Vous aviez aussi rencontré donc Linnea Elfenklint, qui était une ancienne membre de la société, mais qui, a priori, à l'heure actuelle, préfère vivre dans un asile psychiatrique. Et elle n'a pas envie de remettre les pieds au manoir. Mais elle vous a quand même un peu aiguillé vers le manoir et un peu vous refilé un peu la patate chaude en vous disant que vous êtes des enfants du jeudi, vous avez la capacité de voir certaines choses et que si vous pouviez reprendre le manoir. Bon, à l'heure actuelle, on n'est plus au manoir puisque vous avez quitté Uppsala suite à la réception d'une lettre que quelqu'un a envoyée, un certain Oscar Udgren, qu'il a envoyé donc au siège de la société, au manoir. Alors, je vais vous relire la lettre, histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire. Peut-être que je l'agrandisse parce que sinon je verrai rien. Acquis de droit. Mon nom est Oscar Udgren, prêtre au village de pêcheurs de Fjällbacka. C'est le cœur lourd que j'écris ces lignes. Me trouvant actuellement dans une situation inextricable, je me tourne donc vers vous. J'ai rencontré les membres de votre glorieux ordre pendant mes études à Uppsala il y a quelques années, et c'est désormais sur votre expertise et vos talents particuliers que reposent mes derniers espoirs. Mon meilleur ami et mentor, le pasteur Karl-Erik Edqvist, est mort. On a retrouvé son corps il y a une semaine, échoué sur une plage de l'archipel de Fjällbacka. Le légiste a identifié la cause de la mort comme un coup de feu qu'il se serait infligé lui-même à la tête et en a conclu au suicide. Je me refuse à accepter cette déduction, certain qu'il se trame là-bas quelque activité contre nature. Et j'en connais les responsables. Il ne me manque que les preuves et les moyens d'intervenir. La dernière fois que j'ai vu Karl-Erik en vie, c'était une semaine avant que l'on ne le retrouve mort. Il était une fois encore sur le point de se rendre sur l'île du naufrageur dans l'archipel, afin d'y porter la parole du Seigneur aux marins dépravés qui fréquentent la taverne locale. L'île du naufrageur est un carrefour de trafic maritime et abrite le plus grand atelier de salage de l'archipel. Certains jours, les voies maritimes sont tellement encombrées qu'on pourrait faire la moitié du chemin jusqu'à Fjällbacka en sautant d'un pont à l'autre. L'île empeste le hareng et le péché. C'est une tache impie sur la terre du Seigneur. Les propriétaires de ce repère de malandrins, le baron du hareng Zachariah Amundsen et sa mère Abella, que les autochtones appellent la marraine, défient ouvertement les enseignements du Seigneur et ont expulsé sans ménagement le bon pasteur chaque fois qu'il s'est rendu sur l'île du naufrageur. Je suis convaincu que le baron du hareng et la marraine, assistés des frères aînés de Zachariah, des simples d'esprit mais redoutables, obéissent aux malins et sont responsables de la mort prématurée de Karl-Erik. Je vais me rendre sur l'île du naufrageur afin de prouver leur culpabilité et d'affronter ces sbires de Satan. J'ai besoin de votre assistance dans cette périlleuse entreprise. Si vous chérissez notre Seigneur et souhaitez secourir son humble serviteur dans le besoin, retrouvez-moi à Fjällbacka dès que vous en aurez l'occasion. Avec toute ma considération, Oscar Udgren. Et vous vous êtes donc rendu à Fjällbacka, qui donne sur effectivement un archipel d'îles et d'îlots. Et lorsque vous êtes arrivé à Fjällbacka, vous êtes rapidement allé jusqu'à l'église à la recherche de ce Oscar Udgren. Bon, entre-temps, notre ami Ricard plus vous êtes approché de Fjällbacka, plus il était assez nerveux et pas dans son assiette. Et lorsque vous avez décidé d'aller discuter un peu à l'église pour essayer de retrouver ce père
ce Oscar Lundgren, il a préféré rester à l'extérieur, le nerveux tirant cigarette sur cigarette, avec le regard assez trouble et fixe sur l'océan. Vous ne l'avez jamais vu dans cet état-là, mais voilà, c'est quelqu'un. Vu que Ricard, c'est quelqu'un qui peut démarrer un peu au quart de tour. Là, vous l'avez vraiment senti très nerveux, mais pas nerveux comme quand il y a pu y avoir un peu de bagarre jusqu'à maintenant. Vraiment nerveux, assez anxieux. Et donc, quand vous vous êtes présenté à l'église, il n'y avait qu'une femme qui était là en train d'allumer un cierge, et un jeune prêtre, pas plus de 25-30 ans. Marguerite, tu lui as fait remarquer, tu lui as fait comprendre que vous étiez là par rapport à la lettre. Tu as tenté de faire ça de façon assez subtile, alors que notre ami détective Hertzen, lui, il n'a pas mâché ses mots. Il lui a dit directement: vous étiez envoyé par la société. Et donc vous êtes retrouvés. On s'est arrêté là. Vous étiez dans le petit bureau de Oscar Lundgren. Et voilà. Il s'apprêtait à vous expliquer pourquoi il avait besoin de vous. Donc on reprend à ce moment-là. Vous êtes dans son petit bureau. Juste, on était à quel moment de la journée? Très bonne question. Je ne m'en souviens plus. Donc on va dire que ça en était dans le milieu de la journée. Ça m'arrange. Très bien. Voilà. Donc il est derrière son bureau et je vous remercie d'avoir fait le chemin depuis Uppsala. Je dois avouer que je suis presque surpris que quelqu'un ait répondu à ma lettre. Je n'ai plus de contact avec qui que ce soit de la société depuis plusieurs années, et j'en étais même à me demander si vous n'aviez pas déménagé. Donc je vous remercie d'avoir d'être venu m'aider à œuvrer pour le Seigneur. Si vous avez des questions, allez-y. Je pense avoir été suffisamment clair dans ma lettre, mais peut-être vous voudriez peut-être d'autres éléments. N'hésitez pas à me poser des questions pour éclaircir certaines choses. Ben, écoutez, je me tourne vers Marguerite. Oui, votre lettre était suffisamment explicite avec beaucoup d'éléments, et je croyais que vous alliez vous trouver sur... vous disiez que vous vouliez embarquer sur l'île du naufrageur, c'est ça? Oui, j'avais l'intention. En fait, j'avais l'intention d'y partir après-demain. Et j'avais espérant une réaction de la société, je m'étais laissé quelques jours. Voilà, je vous laissais le temps de venir. J'avais l'intention de partir après-demain. Je pense que maintenant que vous êtes ici, je pense que nous allons pouvoir tenter de partir le plus rapidement possible. Écoutez, votre ami, le pasteur Karl-Erik Edqvist, excusez-moi. Karl-Erik, ça suffira. Avait-il de la famille ou des amis, des connaissances ici à qui nous pourrions parler afin de savoir éventuellement si ces derniers temps il a rencontré des personnes ou changé d'attitude, ou
quelconque souci de divers ordres. Alors non, il n'a pas de famille ici. Il avait surtout, il n'y avait pas de famille biologique, mais il avait une grande famille, ses paroissiens, tous ceux qui fréquentaient son église. De ce que après, voilà, nous étions en contact par lettre. Et en fait, Karl Erik, en fait, cela fait des années qu'il officie ici. Et cela fait aussi quelques années qu'il a remarqué le nid de pêcheurs qui se trouve sur l'île du Naufrageur. Et qu'il s'était mis pour lui, c'était un devoir de les remettre sur le droit chemin. Donc et je suis venu ici suite à la découverte il y a de cela un peu plus de 3 semaines du corps de Karl Erik, comme je vous l'ai dit dans la lettre. Le médecin local on est arrivé à la conclusion qu'il se serait suicidé d'une balle dans la tête. Ce qui est complètement inimaginable. Voilà. Il n'irait pas, un croyant tel que lui ne se suiciderait pas. Est-ce que quelqu'un a identifié le corps? Ah oui. Certains membres de son église ont pu attester. Ils m'ont contacté pour m'annoncer la terrible nouvelle, puisque voilà, même si je n'officiais pas ici, je venais régulièrement voir Karl Erik, et du coup j'ai rencontré quelques personnes de son église, donc ils savaient qui j'étais, et ils m'ont prévenu. Bien. Peut-être pouvons-nous commencer par le commencement. Pouvez-vous nous indiquer où il résidait? Et ici? Avait-il une chambre, un bureau? Le bureau, nous y sommes. Et il indique une petite porte sur le côté, et sa chambre se trouve ici là. Margit, qu'est-ce que vous en pensez? Nous pouvons peut-être déjà commencer à prospecter un peu ses effets, comprendre un peu ce qu'il faisait, voir s'il n'y a pas des choses qui nous permettraient de comprendre un peu la situation dans laquelle il s'était mis. Ah oui, bonne idée. Ouh là là, je suis votre assistante maintenant. Vous allez montrer, je vais pouvoir apprendre le métier, mais comment vous avez dit? Qu'est-ce que je dois faire alors? Non, mais je ne sais pas. Avez-vous une autre intuition? Voyez-vous quelque chose ou avez-vous... Quand tu dis... bien, Vas-y, je te dirai un truc après. Je pense qu'il faudrait aller sur l'île du Naufrageur pour rencontrer ces gens, le baron et la marraine. Oui, j'entends bien, mais avant de nous jeter directement dans... Eh bien, est-ce que le père Karl Erik, est-ce qu'il avait un journal ou quelque chose? Il devait bien avoir un carnet pour préparer ses prêches. Peut-être qu'il a pris des notes intéressantes dessus, Voilà. lorsqu'il se préparait pour aller sur l'île du Naufrageur. Excellente idée, commençons par cela. Merci, Hertz. Je vous en prie. Et mon père, est-ce que vous pourriez, vous, de votre côté, peut-être rassembler les quelques personnes qui ont vu le corps? Peut-être se souviendront-elles de quelque chose qui pourrait nous aider. Est-ce qu'il vous serait possible de leur demander de passer si nous partons d'ici un jour, comme vous l'avez proposé? Ah, mais maintenant que vous êtes là, je pense que voilà, si vous le souhaitez, je peux faire venir quelqu'un. Maintenant, voilà, le corps était resté de plusieurs jours dans l'eau, donc vous imaginez bien qu'il était déjà dans un état de décomposition avancé.
je ne vois pas ce que les gens pourraient en dire de plus. Ah, mais vous ne savez pas ce qu'avec quelques indices, on arrive à tirer comme conclusion. Je fais un petit regard. Mais si vous le souhaitez, je peux faire venir la personne qui l'a identifié, effectivement. En ce qui concerne un quelconque journal, oui, il en avait un, mais c'était un journal qu'il avait tout le temps avec lui. Justement, comme vous dites, il y notait, il y a noté des idées pour ses prochains prêches. Mais c'est un carnet qu'il avait tout le temps sur lui. Et il n'était pas sur son corps lorsque nous l'avons retrouvé. Le corps la mère a rejeté son corps aux abords de Fialbaca. Il était en sa tenue de tous les jours, dirons-nous. Malheureusement, le temps que je n'ai pas vu le corps, puisque le temps que je fasse la route pour venir jusqu'ici, je ne l'ai pas vu personnellement, mais il a été clairement identifié par au moins 3 personnes. Okay. Et le médecin lui-même, qui l'a ausculté, l'a clairement identifié, puisque c'était également son médecin personnel. Ah, eh bien, faites-nous aussi guérir cette personne. Si vous souhaitez. Est-ce que, si vous permettez, Hertzen, Je vous en prie. est-ce que nous pourrons examiner la chambre de la victime? Si vous le souhaitez, je ne sais pas trop ce que vous pourriez trouver comme indice sur un horrible meurtre comme je le pense, qui a certainement pas eu lieu ici, mais si vous le dites. Mais ça nous permet de nous mettre à la place de cette personne, de réfléchir comment. Là. Je ne saisis pas bien comment fonctionnent ces méthodes, mais si. Ne vous inquiétez pas, elles ont été dûment éprouvées et mises à. Voilà. Il se lève. Et, bien sûr, il y a dans sa chambre un ou plusieurs objets lui ayant appartenu. Naturellement, oui. D'accord. Mais moi, je trouve ça très bizarre, mais je ne dis rien. J'essaie de garder mon air professionnel. Je vous laisse. La chambre est juste là. Merci. Je reviens, je vais chercher Oui, les personnes que nous vous avons demandées, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, merci. Et comme il s'en va, j'en profite, je me dépêche pour entrer dans la chambre. Et une fois dans la chambre, je me déplace en touchant les choses, hein. Bien sûr, je laisse le soin à Hertzen de faire une vraie fouille. Moi, je vais un peu ouvrir les tiroirs quand même, les armoires pour, vraiment trouver, je sais pas s'il y avait une autre soutane ou un objet, s'il fumait la pipe par exemple, de toucher sa pipe, de voir si j'ai une vision qui me vient en faisant tout ça. D'accord. Ça marche. Eh ben, vous allez pouvoir tous les deux me faire un test. Alors naturellement, ça va être différent de l'un de l'autre, puisque vous cherchez pas du tout la même méthode. Donc pour Hertzen, je pense ce sera plutôt avec investigation. Je prends ma loupe. Oui, alors ça oui, parce que ça peut te filer un petit bonus. Oui, j'ai mon œil d'aigle, mais c'est que vigilance. Oui. Donc là, non, là ça ne rentre pas en compte. Et donc toi, Marguerite. Attends, redis-moi juste, comment on lance quoi? Parce que ça fait un petit moment qu'on a. Eh ben, tu lances. Oui. Alors, ton investigation, c'est la logique. Donc, logique plus ton score d'investigation, ça donne un nombre de D6. Ah oui, c'est vrai. Si tu as
ta loupe va te rajouter un ou deux des 6 supplémentaires. Tu lances et tu ne fais que des. Il faut faire que des 6. À chaque 6 est un succès. Un succès t'assure la réussite du jet de dés. Les succès supplémentaires vont te donner des trucs en plus. Alors. Quant à toi, Margit, toi, ça va être plutôt. Je pense que ça va être plutôt être avec. J'ai Ouais. besoin de faire un test parce que je crois que j'utilise un talent. Alors, Mon talent de médium. Oui. Ah oui, c'est observation. Donc c'est avec ton empathie et ton talent de médium fait que tu peux voir des trucs. Je croyais que je devais utiliser observation. Oui, mais observation, ça marche avec ta caractéristique d'empathie. Donc tu fais empathie plus observation, ça te donne ton pool de D6. Mais moi, ça le fait pas automatiquement. Alors, si tu te souviens bien, alors je sais, ça fait un moment qu'on n'a pas joué, mais si tu te souviens bien, il y a, on va dire que ton talent peut être parfois un petit peu capricieux. Oui, mais je veux dire, j'ai pas besoin d'ajouter le. Ah non, tu n'as. Ça se fait tout seul. Oui, normalement, parce que non, ça y est, j'ai compris. C'est sur ta fiche sur Roll20, normalement, si tu cliques sur observation, il y compte déjà l'empathie. Voilà. Oui. C'est vrai que nous, comme de notre côté, on lance des dés et que toi, tu utilises Roll20, on n'était pas sur le même truc. Oui, parce que je sais pas pourquoi, dans Weizen, Roll20 m'aime beaucoup, donc je continue. Et bah ouais. Pour Hertzen, j'ai fait 2 réussites. Ok, et bah Margit aussi. Oh, on est bon. Margit donc, aussi. je me suis vraiment mis à sa place, à son bureau, sur sa chaise. Tu vois, pour essayer de me mettre de son point de vue, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est usé, de quoi, qu'est-ce qu'il utilise vraiment régulièrement ou pas régulièrement. Que c'est quelqu'un de méticuleux ou pas. Enfin, tu vois, voilà, toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il fait Alors, ce que tu vas découvrir comme ça, puisque tu as 2 réussites, donc je vais te donner des petites infos supplémentaires. Oui, j'espère bien. Oui, t'inquiète. Ce que tu peux en déduire, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est assez méticuleux. En faisant le tour de la pièce, tout est bien rangé. Voilà, c'est quelqu'un qui est ordonné. Il n'y a rien qui dépasse. C'est presque, on en est presque à, comment dire, les livres dans la bibliothèque sont vraiment, il y en a pas un qui dépasse plus que l'autre. Sur son bureau, tout est bien. S'il y a 2 crayons, ils sont bien alignés l'un l'autre. Par contre, parce que je suppose que tu fouilles vraiment. Oui. À un moment donné, tu trouves quand même quand tu ouvres dans un des tiroirs du bureau, caché en dessous une liasse de feuilles de papier en tête, tu trouves 2 boîtes de munitions, 2 boîtes de munitions pour revolver, qui sont cachées. Ça fait vraiment l'impression que ça a été caché, mais il y a une des boîtes où il en manque. Il manque 6 balles. Et pour le coup, la boîte est à moitié renversée. Il y a quelques balles qui ont l'air d'avoir roulé un peu dans le tiroir. Voilà, donc il y a un peu le côté de tout est nickel, tout est carré, mais il y a cet élément-là. Déjà, des balles de pistolet dans le bureau d'un prêtre. Oui. C'est déjà un peu, c'est pas forcément banal, et ça c'est un peu, voilà, il en manque. Je regarde évidemment le calibre et je note ça dans mon petit carnet. Mmh. Très bien. Et donc il y a ça. Du côté de Margit, donc tu me disais que tu touchais un peu des objets pour essayer de t'imprégner, d'essayer d'avoir peut-être des espèces de visions, des trucs comme ça. Et tu vas avoir quelques visions effectivement
c'est assez fugace. C'est des visions d'un homme qui a à peu près une cinquantaine d'années, assez costaud, des petites lunettes. Et le truc, c'est que la première vision que tu me diras un peu comment comment tu te sens à cette vision-là. En fait, tu as une vision de cet homme-là à genoux, torse nu, en train de se flageller avec je sais plus comment ça s'appelle, mais avec une espèce de martinet avec des pointes dessus, et il a le dos qui est vraiment qui est bien abîmé. Et en fait, il se flagelle tout en face à un crucifix accroché au mur. C'est quoi un fouet à 9 queues ou je sais plus quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. En tout cas, et t'as un peu une espèce à ce moment-là, quand t'as cette vision-là qui t'arrive un peu en pleine figure, t'as un peu aussi le côté, tu l'entends un petit peu. T'as un peu aussi une vision, pas une vision, mais un truc auditif où tu l'entends psalmodier et prier le Seigneur, mais avec une ferveur comme t'as rarement vu. Donc voilà, t'as ce truc-là qui t'arrive. T'as quelques visions aussi de lui. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un c'est quelqu'un de pieux, mais vraiment pas à l'extrême, mais ça va quand même très loin. Ça va quand même très loin. Oui. Du coup, effectivement, je touche certains objets et à un moment, peut-être lorsque je touche sa plume d'écritoire, j'ai cette vision et ça me fait un peu sursauter de surprise parce que je m'attendais pas à ça. Margit, tout va bien? Tu peux voir que je suis un petit peu troublée et mon regard se tourne vers toi quand même avant de te répondre oui. J'ai comme intuition que le père alors c'était quoi son nom? Karl-Erik? Oui, mais c'est j'arrive pas à me relire en faire Erdvik. Edgvix. Voilà, c'est ça. Que le père Edquist était très pieux et peut-être un peu, vous savez, un peu zélé. Oui, précisez votre pensée. Je crois qu'il existe des ordres religieux qui pratiquent comment on appelle ça, la flagellation, c'est ça? Oui, oui. Oui, Vous avez trouvé quelque chose? oui, une conviction. Oui. Bah écoutez, regardez. Vous pensez que quelqu'un qui pratique la flagellation pourrait se punir en se tirant une balle dans la tête? Ça m'étonnerait que quelqu'un du clergé ose sauter la vie lui-même. C'est un péché. Et donc j'ouvre le tiroir. Mais s'il pense qu'il a fait un péché encore pire et impardonnable? Ah non, il a demandé l'absolution, mais pas à sauter la vie de cette façon. Et là, j'ouvre le tiroir pour te montrer les balles qui roulent au fond. Ah, vous voyez? Oui, ça ne veut pas dire que c'est lui. Peut-être qu'il avait peur et peut-être qu'il était parti pour, comme il disait, régler les torts sur cette île du naufrageur. Mais Margit, quand t'as un flash aussi, t'as une vision qui te vient quand tu vois les balles, alors que Herzen est en train de t'expliquer ça. C'est que t'as une vision où tu vois le père Karl-Erik qui est en train de mettre
maladroitement et en tremblotant des balles dans un revolver, puis le poser avec ses mains tremblantes, le poser sur le bureau auquel est assis Herzen, et tu le vois en train de prier, et tu l'entends dans la vision, tu l'entends dire: pardonnez-moi Seigneur de ce que je serai probablement obligé de faire. Margit, j'agite la main devant ses yeux. Oui, vous êtes avec moi? Oui. Pour ce que je vais faire. Pardon? Vous dites? Il est clair que le père Edquist s'apprêtait à faire quelque chose de terrible. Et là, je commence vraiment à fouiller partout, quand même, pour voir si je trouve pas l'espèce de fouet avec lequel il se flagellait, pour le montrer à Herzen. Moi, je continue à fouiller le bureau, les étagères, je regarde qu'est-ce qu'il lisait, est-ce qu'il y a des choses hormis les choses religieuses qu'on trouve dans tout bureau de pasteur. Non, c'était assez monomaniaque par contre, toi, Margit, en fait, c'est sous le lit, tu trouves tout simplement une espèce de petit, comme un petit coffret. Ah. Et dedans, il y a bel et bien cette espèce de fouet à pointe avec lequel il se flagellait le dos. Je le prends, le coffret, je l'ouvre devant Herzen, je fais: regardez Herzen, je vous l'avais dit. Il y a Margit, t'as quand même des petits picotements dans les doigts. Oui, mais dans le dos aussi. Oui, et je pense il y a après à toi de nous dire comment ça va se manifester. Mais le contact, plus tu touches la boîte, plus le contact est malaisant. Je vais la poser sur le lit et puis je lève les mains devant moi et je fais 1 ou 2 grands pas de recul, tout en continuant à regarder la boîte et en gardant mes mains un petit peu en hauteur comme ça, comme s'il allait se passer quelque chose encore. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, je m'approche de la boîte. Oui, c'est une espèce de martini à pointe. Il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a que ça dans la boîte. C'est une boîte... Genre, ça a l'air d'être un objet qui chérissait. Il y a une belle boîte. Non, c'est une boîte vraiment simple. C'était voilà. Attention, Herzen, je ne sais pas si c'est à cause de l'usage qu'il en faisait, mais j'ai l'impression que cet objet dégage de mauvaises ondes. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas bien. De mauvaises ondes. Oui, c'est-à-dire. vous avez compris, des mauvaises ondes. Non, mais cet objet ne dégage rien. Enfin, à part de la douleur qu'il entraîne, évidemment. Mais bon, je le referme. Où était-ce? Je me ferme un peu, mais c'est pas parce que vous sentez pas qu'il n'y a rien. Hein. Non, vous savez, c'est pas. C'est pas parce qu'il ne voit pas que le monde n'existe pas. Eh bien, là, c'est pareil. Enfin. Oui. Non, mais excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Je ne voulais pas. Bon, où était-il que je le remette en place? Des bruits de pas résonnent dans la pièce d'à côté. Sous le lit. Je le remets sous le lit avant de. Je regarde s'il y avait autre chose. En dessous du fouet, il n'y avait rien, Herzen? Non. Ah non, il y avait juste, mais même toi tu l'as vu, hein, il y avait juste le truc qui était posé dans la boîte, il y avait que ça dans la boîte. Sous le lit, il y a autre chose? Non. Alors, un pot de chambre, certainement. Mais...
Oui, probablement, mais C'est pas. partie de sa pénitence de se retenir. Voilà. En tout cas, il y a des bruits de Bon, pas on qui résonnent retourne dans dans la. le bureau à Ouais. côté. Et donc, il y a Déjà? en même temps, ce n'est pas comme si je devais traverser toute la ville pour aller chercher ce bon docteur. Docteur Iverson, un type qui doit avoir une bonne cinquantaine d'années aussi, plutôt grand, mince, complètement dégarni et des cheveux qui commencent déjà à grisonner sur les côtés et des verres de lunettes, c'est des culs de bouteille. Et alors, le père Hudgren m'a juste m'a expliqué que vous étiez des. Alors, quand il dit ça, il parle surtout à Hertzen. Visiblement, vous êtes une espèce d'inspecteur ou d'enquêteur Détective privé. Détective privé, très bien. Avec ma collaboratrice. Très bien, enchanté. Donc, docteur Iverson. Alors, il m'a dit c'était par rapport au père Karl-Erik Edvis. Oui, Dieu est son âme. Donc, j'ai pratiqué l'autopsie de ce pauvre homme. Et le père de Graine me dit que vous aviez des questions à me poser puisque j'ai particulièrement bien vu voilà, j'ai rédigé le rapport. Que souhaitez-vous savoir de plus? Eh bien, est-ce que vous pouvez établir ou pas le calibre de la balle? Je sais que le corps a peut-être été les chairs déformées par l'eau dans laquelle il est resté, mais... Mais c'est même mieux que ça. J'ai récupéré le projectile dans sa boîte crânienne. Formidable. Si j'avais su, je ne savais pas. Si j'avais su, je l'aurais ramené. Mais oui, c'est un calibre. Il te donne en fait, toi, bon, t'as un petit peu, je crois, en arme à feu. J'ai un revolver. J'ai pas de connaissances en arme à feu particulière. Après, mais bon, si c'est quelque chose de commun. C'est un calibre de cartouche, de balle tout à fait commun. Moi personnellement, je n'ai pas les connaissances des calibres de cette époque-là, mais ouais. Pour toi, ça pourrait être le même type de balle que tu mettrais dans ton revolver. Mais est-ce que c'est le même type qu'il y a dans le tiroir? Probablement, oui. Oui. D'accord, ça peut correspondre. Ah oui, de toute façon, sur la boîte, c'était marqué que c'était calibre tant. Oui. D'accord. À notre époque, il y a du 38 ou du 9 mm. Là, on va dire que voilà, c'est le même calibre. Bien. Et par rapport à la façon dont la balle s'est logée, vous pensez que c'est lui qui a pu s'infliger cette... Je suis formel. Alors, je suis formel sur le fait que ça a été tiré non pas à bout portant, mais à bout touchant. L'arme était collée contre sa tempe et n'importe qui souhaitant sauter la vie, et il dit ça en lançant un petit regard un peu gêné vers le père Hudgren, ne s'y prendrait pas autrement. Il se collerait l'arme comme ça sur la tempe avant de presser la gâchette. Mais il est aussi possible d'exécuter quelqu'un de la sorte. Oui, effectivement. Et vous connaissiez bien cet homme? Le père Oui. Oui, depuis une bonne dizaine d'années qu'il officie à Fialbaka. J'étais devenu son médecin. Alors, je ne côtoyais pas son église puisque je ne suis pas croyant. Puisque on va dire que ma religion, c'est la science. Sur ce, le père Hudgren à côté qui fronce un peu les sourcils avec un regard un peu désapprobateur, mais
le docteur s'en fout un peu. Donc non, je le côtoyais. Nous nous fréquentions en tant que patient et médecin. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez pu déceler des éléments qui auraient pu laisser penser que il avait envie de mettre un terme à ses jours? Ah non, pas du tout. Non, je n'ai jamais rien remarqué de tel. D'accord. Et Et il n'avait pas une maladie épouvantable qui allait le faire souffrir des mois durant avant de mourir? Pas que je sache, à moins qu'il ait été consulter un autre médecin que moi. Mais non, à ma connaissance, non, il était en parfaite santé. est-ce qu'il a eu un changement d'attitude ou est-ce qu'il semblait soucieux, en colère, agité? Et, 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 et est-ce qu'il avait des marques de blessures dans son dos quand vous l'avez examiné? La question a l'air de le gêner un petit peu. Il jette un regard vers le père Oudgraine. Oui, effectivement, j'ai remarqué quelques plaies qui n'étaient pas dues à son séjour dans l'eau ni à ses blessures. Et là, le père Oudgraine, bon, je pense que ça n'avait rien à voir avec sa mort. Voilà, chacun vit sa foi comme il l'entend. Le père Karl-Éric, voilà. Ah, vous ne pensez donc pas que ça ait pu être des marques de torture? Non, non, c'était. Et là, c'est le père Oudgraine qui dit non. Je sais que je ne partageais pas. Voilà. Le père Karl-Éric était mon mentor, mais jusqu'à un certain point, je ne partageais pas non plus sa façon de se repentir. Bien. Mais je suis au courant que il se flagellait à certains moments. Voilà. Chacun vit comme sa foi comme il le souhaite. Voilà. Je sais qu'il le faisait. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué, cher docteur, d'autres choses particulières, d'autres marques ou d'autres blessures qu'il n'avait pas habituellement lors de ses visites? Alors là, lorsque je l'ai vu pour la dernière fois, non, il était pas. Il était déjà dans un sale état. Il avait passé apparemment, j'estime qu'il avait passé à peu près 3 ou 4 jours dans l'eau, ballotté par les vagues. Je ne vous cacherai pas que lorsqu'il s'est échoué sur une plage près de Fialbaca, avant que nous le trouvions, les crustacés avaient commencé à se repaître. Donc, voilà. De ce que moi j'ai pu constater, non, il n'y avait pas de marque. Mais et tu vois, il se tourne un peu vers le père Oudgraine. Écoutez, en temps ordinaire, s'il était toujours vivant, je ne pourrais pas vous en parler, mais maintenant Sachez que tout ce que vous nous confierez restera entre nous et que nous n'avons aucun intérêt à divulguer quoi que ce soit pour entacher sa réputation. Nous devons juste comprendre ce qui lui est arrivé. Très bien. Donc le père Karl-Éric étant décédé, je pense, et pour aider dans votre enquête, il est déjà venu 1 ou 2 fois portant des hématomes, des cocards, ce genre de choses. J'ai déjà soigné aussi 1 fois ou 2
Une fois, il avait une côte de cassé. Une autre fois, je l'ai recousu puisqu'il avait une arcade ouverte. Et lorsque je lui ai demandé si, sur le ton de la plaisanterie, voilà, s'il s'adonnait à la boxe ou autre chose, il m'a juste dit que non, c'était, en fait, enfin, que dans un sens, oui, il se battait, mais contre les suppôts du malin, les suppôts de Satan, et il m'a parlé de l'île du naufrageur Il s'y rendait? Et là, c'est le père, le père Oudgraine qui répond à. Oui, il a tenté de faire quelque chose contre ce nid de pêcheurs à une bonne demi-douzaine de fois. Ah, d'accord. Oui, il avait vraiment à cœur de se débarrasser de la mauvaise influence de ce baron du hareng. C'était pas la première fois qu'il allait là-bas. Mais de s'en débarrasser comment? Alors de façon tout à fait non violente, puisque son but était par ses prêches et ses sermons, de faire ouvrir les yeux à la population qui vit là-bas, tout simplement. Les évangéliser? On pourrait dire ça comme ça. Je verrais plus ça comme les remettre sur le droit chemin, ou les éclairer, que le Seigneur les éclaire. Voilà, on utilisait tout un tas de métaphores, mais le but était, pour lui, de que les gens soient plus sous l'influence du Seigneur, plutôt que les suppôts du malin que sont le baron du hareng et toute sa famille. Et après ses blessures, il n'a jamais fait appel aux autorités? Non, ici. Des autorités, à Fialbaka, il y en a. Sur l'île du naufrageur, l'autorité, c'est le baron c'est le baron et sa famille. C'est eux qui font la loi là-bas. Vous avez déjà entendu toutes ces histoires là-bas en Amérique, ces histoires de grands espaces et de lieux sans foi ni loi, voilà. Eh bien, on pourrait dire que nous avons la même chose ici, mais voilà. Donc non, l'autorité là-bas, malheureusement, ne ferait pas, il n'y en a pas. Le docteur, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Parce que j'ai quelques patients qui m'attendent au cabinet. Par amitié, pour le père Karl-Éric, j'ai pris un peu de mon temps, mais je vous en remercie beaucoup. Eh bien, non, vous pouvez disposer. Merci à vous. Bien. Et il va vous laisser. Et donc le père Oudgraine, est-ce que vous avez découvert, est-ce que ça vous m'avez dit que vous vouliez vous mettre un peu à la place du père Karl-Éric pour essayer de comprendre un peu plus. Je ne sais pas quelles sont vos méthodes, et est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que les questions... Oui, nous commençons à soulever doucement le voile de la vérité. Non, mais le voile de la vérité, il est déjà quasiment presque entièrement écarté.
Je sais pertinemment qui est coupable. Oui, mais encore va-t-il falloir pouvoir le prouver. Et c'est bien pour ça que j'ai demandé de l'aide. Et d'où la démarche d'investigation que nous menons, à savoir récolter des preuves physiques tangibles. C'est ça, parce que, à moins que vous ne l'ayez vu, ce qui serait aussi une preuve, eh bien, vous n'avez que des convictions. C'est bien ça, monsieur Hertzen. C'est bien ça. Alors là, le père Oudgraine, il fronce un peu les sourcils et j'ai des convictions, mais toutes les conversations que j'ai pu avoir avec mon mentor, avec nos échanges de lettres, voilà, il ne fait aucun doute que Vous n'étiez pas présent, je n'étais pas présent. Vous donc avez ces lettres? Non, mais les lettres, je les ai laissées chez moi. Je ne pensais pas en avoir besoin. Mais vous les avez. Oui, à 300 km d'ici. Ah. C'est Voilà. fâcheux parce que nous aurions pu y trouver des indices et peut-être même des preuves. N'est-ce pas, monsieur Hertzen? tout à fait, tout à fait. Écoutez, la dernière lettre que j'ai reçue de sa part, il m'annonçait, il y a de cela un peu plus d'1 mois, il m'annonçait son projet d'une 5e ou 6e tentative d'aller remettre ces pêcheurs dans le droit chemin. Il y allait seul ou accompagné? Pardon. Il y allait accompagné de notre Seigneur, naturellement. Oui, mais encore. Il y allait seul, armé de son courage et de sa foi en notre Seigneur. Et du coup, toutes les blessures qu'il avait, c'était parce qu'il voulait les convertir de force ou c'est parce que les autres n'aimaient pas son discours? Il a été chassé à chaque fois par les locaux et parfois aussi par les frères du baron. Des triplés complètement apparemment des brutes épaisses. Très engageant. Effectivement, mais c'est pour ça que je loue encore plus son courage d'avoir tenté à maintes reprises de changer les choses là-bas. En moi-même, je pense, mais je ne le dis pas, son courage ou sa folie. Mais question de point de vue. Mais je n'en dis rien. Oui, de même que moi, je pense, eh bien, c'est tout ce que ça lui aura rapporté, c'est de se faire tuer. Et pareil, je ne dis rien, mais peut-être ça se voit un peu plus sur mon visage que sur celui d'Hertzen. Les blasés de la vie. Ah ouais. Bon, bah écoute, il a eu ce qu'il méritait. Au bout d'un moment, il est... Bien, écoutez, je connais quelques pêcheurs, enfin, d'honnêtes pêcheurs. Hein, Oui. je peux Nous nous en doutons. Voilà, je peux m'arranger pour qu'ils nous conduisent dès demain sur l'île des naufrageurs. Il faut compter à peu près un petit 2h30, 3 heures de navigation pour aller jusque là-bas. Et y a-t-il une autorité judiciaire quelconque ici? Oui, tout à fait, oui. Nous allons aller voir cette personne que si nous faisons la même chose que Alors, feu Karl et Eric. Nous pouvons aller voir cette personne. Mon mentor l'a fait à de nombreuses reprises. Il soupçonnait un possible arrangement entre cette personne et le baron.
Ce qui fait que les plaintes qu'il a été portées pour les blessures qu'il avait reçues n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Ah, bien. Nous avançons. Alors, de qui il s'agit? Vous souhaitez... Déjà savoir de qui il s'agit. Alors, je sais pas comment ils appelaient ça, mais en fait, c'est vraiment si on était aux États-Unis, ça serait un peu une espèce d'équivalent de shérif, un truc comme ça. C'est voilà, c'est un peu l'autorité, mais je sais pas comment ils appelaient ça dans le Nord à l'époque, mais voilà, c'est un équivalent. Donc, qui rend la justice et qui est un peu force armée aussi, c'est ça? C'est un peu la police, oui. Ok. Et donc, cette personne a le doux nom de... Alors, Le PNJ qui était pas prévu. Ouais, et tu vois que... Non, c'est surtout les noms sont... Elle a l'air de se réveiller un peu d'une pensée. Elle te dit, mais c'est dommage, Ricard ne pourra pas venir en bateau. Ah, En tout cas, ça me rassurerait pas qu'il vienne. moi, c'est surtout qu'il ait encore affaire à des gens rapides de la gâchette, vu son attitude de la dernière fois. Donc, on va appeler ça un commissaire. Voilà. Donc, j'adore les commissaires. Commissaire Nystrom. Et est-ce que les commissaires ont un supérieur hiérarchique? Ah ici, non. Non. Donc, Non, il est chef du... C'est lui qui s'occupe, qui dirige la police de Fialbaca. D'accord. Et il n'y a pas au-dessus un comté ou un chef de région, un truc qui puisse lui dire tu chies dans la colle, passe à mon bureau, sinon tu sautes. Ce sera pas ici, hein. Ce sera à plusieurs heures de voyage. C'est quoi la ville du chef-lieu ou du je ne sais quoi ou du comté? Alors, ça, je vais... Attends. Et en fait, le commissaire Nystrom, il refusait de prendre les plaintes ou... Oui, il a dit que c'était pas grave, il ferme l'œil, donc il doit prendre des pots de vin des deux autres là et du trio de triplé des potes. Et puis ça doit bien l'arranger. Donc le petit prêtre un peu embêtant là qui venait mettre son nez dans le trafic. Göteborg. Göteborg qui se trouve à peu près 180 km d'ici. Göteborg. Alors, est-ce que dans les relations, quoi que ce soit... Non, toi, t'avais des relations à Uppsala. Que t'avais avec l'inspecteur. Ah oui. Qui m'aime tellement. Voilà. Ok. Est-ce que juste on sait qui est chef des polices à Göteborg? Non. Toi, t'habites à Uppsala, tu sais pas qui est le chef de la police de Göteborg. Et quand j'ai préparé 2 fois de suite mon entrée à la police d'Uppsala, ça ne fait pas partie des choses que j'ai révisées. Non, parce que Uppsala et Göteborg, c'est pas du tout... Oh, Ahmed. Bon, je vais essayer. Et non. Bien. Bon. Ok. Donc, on va quand même prendre rendez-vous avec cette personne. Si vous le souhaitez. Tu vois qu'ils disent un peu dépité, mais si vous le souhaitez.
Écoutez, moi de mon côté, je vais organiser le voyage Mhm. et vous, donnons-nous rendez-vous demain matin. Est-ce que vous avez déjà une chambre dans un hôtel ou quelque chose comme ça? Non. Je vous conseille, Eric te donne un nom de pension de famille. C'est une des membres de l'église, quelqu'un de voilà, Très bien. quelqu'un de bien, qui vous donnera deux chambres, une pour vous et une pour mademoiselle. Merci. C'est une pension convenable. Et il vous donne une adresse. Bon. Donc, Donc, Margit, que pensez-vous? Quelle stratégie nous faut-il adopter? Eh bien, si effectivement, Karl Erik ne s'est pas suicidé, il y a effectivement des chances que, une des bagarres ait mal tourné. Une nouvelle bagarre ait mal tourné. Ce n'est peut-être même pas le baron, ses frères ou sa mère, mais simplement, des pêcheurs de l'île qui auront répliqué un peu fort. Si lui était venu avec une arme, peut-être que paf, ils lui ont mis dans la tête et pouf et pan et voilà. Mmh. Alors du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir montrer ça? Ou alors, peut-être que, c'était bien plus organisé que ça, qu'ils l'ont amené devant le baron, et que le baron lui a pris sa propre arme pour l'exécuter, pour montrer sa puissance, sur ses ouailles et enfin, j'en sais rien moi, en fait. Oui, ben, tout ceci est très intéressant, mais simple supposition. Ce que je vous Oui, demandais, ça c'était votre avis sur, parce que vous engagez tout de même votre personne dans cette entreprise et je ne voudrais vous mettre en danger en aucun cas. Pensez-vous que nous devons d'abord aller discrètement sur l'île des naufrageurs et mener notre petite enquête sans trop nous faire remarquer, sachant que je sais pertinemment que certaines oreilles ont dû traîner et être au courant de notre présence ici? Je ne suis pas complètement naïf. Ou bien est-ce que nous devons nous faire annoncer en allant directement voir ce complice, ce commissaire, Nistrom, et mettre les pieds dans le plat directement, sachant que nous serons attendus sur l'île et que, dans ce cas, notre sécurité ne sera plus garantie. tu vois que je faisais un peu la moue au départ jusqu'à ce que tu parles de ma sécurité et là je me détends un peu. Et je dis: «Oui, mais de toute façon, même si on ne se fait pas annoncer, tout le monde saura qu'on n'est pas de l'île. Ça se voit quand même sur une île comme ça». Évidemment, nous pouvons jouer les touristes. Ah, je suis pas sûre que ça marche. Pas sûre, pas sûre. Parce que pourquoi des touristes iraient voir, une conserverie qui pue le hareng? Parce que nous voulons investir dans le hareng, Ah d'accord, vous seriez un homme d'affaires et moi, votre, secrétaire? par exemple. Oui, pourquoi pas, si effectivement, personne n'a encore remarqué, que nous étions là, mais ça, c'est une autre histoire. Effectivement. Oh! J'avoue que tout ce voyage m'a fatiguée et que là, j'ai du mal à avoir des bonnes idées peut-être.
Eh bien, allons manger à cette pension, allons nous poser un petit peu. Nous en avons peut-être suffisamment fait pour aujourd'hui, vous avez raison. Bon, on va se faire indiquer le chemin jusqu'à la pension. Ouais. Et puis Ok. peut-être que là-bas, les gens auront aussi un avis sur la mort du pasteur. Oui, enfin, s'il s'agit de leurs ouailles disciplinés et bien obéissants, ils ont certainement adopté le point de vue du prêtre. On verra. Vous, lorsque vous êtes à l'extérieur, à La pension? la recherche de la pension, vous croisez, vous allez juste voir Ricard quelques instants. En fait, à ses pieds, il s'était installé, il s'était assis sur un banc, en regardant un petit peu le front de mer, en fumant clope sur clope. Il doit y en avoir à peu près une bonne quinzaine par terre. Ouh là. Tout en jouant machinalement avec une montre à gousset qu'il avait sortie de sa petite poche de veste. Herzen, il faut que vous alliez lui parler. Il n'a pas l'air bien là. Oui, mais ne vous éloignez pas trop, hein. D'accord. Je vais sur le banc essayer de réconforter un peu mon acolyte. Alors le truc c'est que je ne peux pas, peux pas l'interpréter pour. Il y a un flou artistique sur cette scène. En fait, le truc c'est que on la voit de loin, on les voit discuter tous les deux, mais on ne sait pas ce qu'ils se disent. Ah pourtant, moi qui comptais laisser traîner mes oreilles. Non. Non, ça ce sera. En fait, on a peut-être un truc qu'on pourra jouer en flashback quand. Très bien. Quand Romain sera là. Mais le truc en fait, c'est que tout ce que je dirais, c'est à un moment donné, il dit qu'il a besoin de, voilà, il faut qu'il trouve il a besoin d'un verre, il a fini sa flasque, il a plus rien à boire, donc il veut aller boire quelque chose. Il vous rejoindra à la pension. Bah, je lui dis, écoute, je préfère que tu prennes une bouteille et que tu viennes boire dans une des chambres de la pension et que tu t'endormes sur place. Au moins, on saura où tu es et c'est quelqu'un en qui on a confiance. Parce que là, dans le village, je lui dis, il y a des gens qui pourraient avoir intérêt à nous faire disparaître et à nous empêcher de dire ce qu'on aura à dire. Voilà. Il n'est pas en état de, en fait, d'entendre tout ce que vous avez découvert, tout ça. Non, mais je lui explique pas. Je lui dis juste que j'ai pas envie qu'il aille picoler n'importe où tout seul et qu'il va aller picoler et pioncer dans la chambre qu'on a réservée. Et il n'a pas à discuter. Il dit juste juste le temps d'aller chercher, d'aller acheter une bouteille et d'aller racheter de quoi me refaire des cigarettes. D'accord. J'avoue que Margit est un peu déstabilisée par tout ça. Elle ne s'attendait pas à ce que Ricard ait des problèmes comme cela. Et elle doit sûrement rester un petit peu en retrait par rapport à tout ça. Mais oui, tout le monde a des problèmes. Ouais. Tu l'as jamais vu, toi, Herzen, qui le côtoie depuis un peu plus longtemps, tu l'as jamais vu dans cet état-là. Ok. Voilà. Vous allez à cette fameuse pension avec Ricard qui a été s'acheter une bouteille. Bon, on va passer assez vite sur la pension. Effectivement, c'est quand la personne, il y a des crucifix dès le hall d'entrée. La femme qui vous reçoit avec son mari, une des premières choses qu'elle vous dit, c'est en fait, voilà, commence à vous regarder un petit peu bizarrement
2 hommes plus et une demoiselle, ça, voilà, il y a des trucs qui, sans même en savoir plus, il y a des trucs qui les chagrinent un peu. Donc première chose qu'ils vous disent, c'est que voilà, mademoiselle aura une chambre au rez-de-chaussée, et ils insistent bien sur le fait que c'est la chambre qui est juste à côté de la leur, et que vous serez logé à l'étage, et en fait vous vous rendez compte que c'est à l'autre bout de la maison. Oui, c'est pas grave. Bien. Bon. Ouais. Bon, on va récupérer, manger le soir, se coucher, voilà. D'accord, vous restez tranquille. Donc t'as laissé tomber ton idée d'aller voir le commissaire. Bah oui, je me dis que c'est peut-être un peu nous exposer trop rapidement. Et il est à Göteborg, c'est ça? Non, il est là, mais il Ah, il est à dépend de Vieux. Göteborg en fait. Ouais. Mais il est effectivement ici. Bon, naturellement, comme vous mangez, parce que la pension, ils font aussi Bah oui. à manger, vous mangez. Alors naturellement, il y a la petite prière qui va bien avant de manger. Il y a un crucifix dans chaque pièce, même dans vos chambres, il y a un crucifix. Vous connaissiez bien le pasteur Karl-Erik Edquist? Bien entendu. Alors c'est le mari qui te oui, nous le connaissions bien. C'est une véritable voilà, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Ça devait faire pas loin de 6 ou 7 ans que nous fréquentions son église. Nous y avons fait baptiser notre petite dernière, notre fils aîné s'y est marié dans cette église, donc nous connaissions très très bien. Et voilà, ce qui rend la mort du père Edquist encore plus surprenante. Voilà, nous ne comprenons pas. À la fin de sa phrase, même s'il reste un peu silencieux après, je continue de manger ma soupe avec ma cuillère en faisant un petit peu de bruit contre l'assiette, pour marquer le silence et voir s'il reprend la parole. Bah, en fait, non, il rajoute rien de plus. Voilà, c'est bon. Déjà, ils n'avaient pas forcément une conversation follement passionnante jusqu'à maintenant, mais là, voilà, t'as un petit peu plombé l'ambiance, faut dire ce qui est. Vous avez une bien belle pension. Bah, nous vous remercions. Mais c'est nous. Franchement, nous accueillir comme ça, de la sorte. Merci beaucoup. Ah, voilà, nous sommes des gens honnêtes et travailleurs, et voilà. Vous m'avez l'air d'être des gens bien comme il faut. D'ailleurs, j'ai pas compris que vous venez de Uppsala. Uppsala. J'ai cru comprendre que j'y suis jamais allé. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait une magnifique. Alors, je sais plus si c'est une église ou Une cathédrale. une cathédrale, je sais plus, mais voilà. Oui, de toute beauté. Je vais pas les contredire. Ah bon? Mais et que par contre, voilà, vous m'avez parlé de cette cathédrale qui a Uppsala. Vous m'avez parlé du père Edquist. Vous le connaissiez Non, sans plus que ça. Nous sommes ici pour affaires. Alors,
loin de moi l'idée de... Voilà, je ne veux pas que ce soit mal interprété. Voilà, son jeune remplaçant fait très bien son travail, mais voilà, il n'a pas l'expérience du père Equiste. Mais nous apprécions ses sermons depuis qu'il a repris l'église suite au décès. Et voilà, nous y retrouvons. On a cru comprendre que c'était son élève, ou voilà, on reconnaît quand même, on reconnaît son influence. Après, avec le temps fera que, je pense que Oui. il fera de l'aussi bon travail, nous n'en doutons pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Et puis bon, le repas se termine. Il y a quand même quelques petites questions de savoir, voilà. C'est plus de la curiosité par rapport à Margit. Puisqu'à un moment donné, la femme demande quand même si, voilà, elle tâtonne en train de savoir lequel est son fiancé. Voilà. Je suis une secrétaire tout à fait respectable, chère madame. Je travaille pour gagner ma vie auprès de monsieur Hertzen, qui est mon patron et qui va avoir une chambre tout à fait à l'autre bout de la pension pour que nous continuions à entretenir des relations tout à fait respectables, comme ça a toujours été le cas. Ne vous inquiétez pas. Oh, ne nous inquiétons pas, c'est juste que... Sachez, madame, que j'apprécie beaucoup, vraiment beaucoup, les convenances et le fait que vous m'ayez réservé cette chambre auprès de la vôtre. Je suis particulièrement touchée. Eh bien, écoutez, tant mieux. De toute façon, voilà, même si vous m'aviez dit que l'un des deux était votre fiancé, il aurait été impensable qu'un couple non marié partage la même chambre. Mes fiancés, non. Oui, ça va, oui. Oui. Nous avons des relations tout à fait professionnelles. Très bien, c'est juste, nous avons entendu tellement de choses sur ce qui se passe, dans les grandes villes, les mœurs décadents. Oui, mais vous savez, moi, je suis pas citadine, hein. Au départ, je suis allée en ville juste pour travailler, et heureusement, Monsieur Lundgren et Monsieur Klingarask ont été là pour me proposer ce travail tout à fait honnête, afin que je puisse rapporter un petit peu d'argent dans la ferme familiale. Très très bien. Non, c'est juste, on entend tellement de choses qui viennent voilà, que ce soit, c'est ce que nous avons lu dans les journaux. Hein, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, ni croire tout ce qu'on lit. Il paraît qu'il se passe voilà, on est à la limite de Sodome et Gomorre à Paris, dans certains quartiers. Les gens dans les villes sont pas pareils, mais moi, je suis une bonne fille de la campagne, j'ai été bien élevée, et je tiens à ce que mes parents soient fiers de moi. Bien. Eh ben, le dessert était très bon. Nous sommes un peu fatigués de notre voyage et nous voudrions nous reposer avant de faire affaire demain. Oui, il y aura beaucoup de travail. Vous voulez que je prépare l'entretien? Si vous le souhaitez. Bon, eh bien, dans ce cas, je vous prie de m'excuser, je vais me retirer pour ne pas veiller trop tard. Et très bien, et je fais de même. bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bon,
vous allez chacun dans vos chambres. Ricard a fumé. En fait, il a voulu fumer. Il a commencé à fumer quand vous étiez à table en train de manger et voilà, il s'est un peu fait rappeler à l'ordre par le. Ouais, j'aurais fait signe que non. Voilà, il lui a dit non, on fumera après manger, mais pour l'instant non. Par contre, voilà, vous avez très vite compris que si c'était pas le moment que Ricard sorte sa bouteille et là, voilà, il a fallu qu'il attende d'être le soir dans la chambre pour. Donc on est dans la même chambre, lui et moi, c'est ça? Oui. Un peu comme dans les Lucky Luke, quand à la société des femmes de la Ligue anti-alcoolique, anti-tabagique et tout ça. Voilà. Donc voilà, Ricard va s'asseoir dans un fauteuil un peu taciturne, pareil, à enchaîner clope sur verre, sans décrocher forcément grand chose de. Il va pas trop parler, mais il va assez vite liquider sa bouteille. Okay. Bah moi, Hertzen, il se sent pas très bien en fait. Donc, dans sa chambre, il va prendre ce qui l'aide à dormir. Ouais. Parce qu'en fait, il a quand même vu le corps d'un homme qui est décédé. Donc voilà, ça lui rappelle des choses pas très agréables. Donc même si là, t'as pas vu, vous en avez beaucoup parlé. Oui, mais voilà, il imagine beaucoup et voilà. Donc oui. Donc tu vas prendre quelque chose pour dormir. Je sais plus si j'avais un jet à faire ou quelque chose qui était lié à ça la dernière fois. Non, tu prends. C'est juste que j'étais pas bien le lendemain ou je sais plus que voilà. Ça, on verra ça après. D'accord. Et Margit, toi, tu fais un truc particulier le soir ou non? Ou c'est juste, tu vas. Eh bien, dormir. Je réfléchis quand même. Je pense que je dois avoir un petit livre façon roman policier, mais tu sais, pas forcément très élaboré. Et que je le lis, mais que très vite, mes yeux voient à travers les mots et qu'en fait, dans ma tête, je pense à cette histoire, à ce qu'on a déjà appris et j'essaye de comprendre ce qui peut être important à poser comme question le lendemain. Bref, je prépare le dossier, comme je l'ai dit, mais pas comme on aurait pu l'entendre. Et comme je suis débutante, mon esprit vagabonde un petit peu. Et je m'endormirai sûrement le livre à moitié sur moi et quand j'ouvrirai un œil un quart d'heure plus tard, j'éteindrai pour m'endormir. Ok. Ça marche. Écoutez, le lendemain matin, vous allez être réveillé, sauf si vous me dites que vous vous levez de bonne heure. Mais il y avait un rendez-vous ou pas pour partir pour le bateau? Alors peut-être que il y a un message qui vous a été transmis dans la soirée. Oui, avec un point de rendez-vous. Pour vous donner rendez-vous sur les quais au petit matin, aux alentours de 7h, puisque oui, en fait c'est pour se caler sur la marée, pour pouvoir quitter Fialbaca et rejoindre l'île du naufrageur, sachant que donc il y a à peu près, faut compter là avec une marée favorable, faut compter à peu près 2 heures de navigation. Et si ça vous va, je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. C'est des petites séances, mais on prend. Et comme ça, on va pouvoir, quand Ricard sera là la prochaine fois, il va pouvoir
il va pouvoir interpréter son personnage. Toujours est-il que la dernière chose, c'est quand vous arrivez sur les quais, alors vous voyez qu'il y a pas mal de bateaux qui sont en train de, qui profitent de la marée, qui sont en train de partir, des bateaux de pêche principalement. Mais par contre, le ciel est gris, les nuages sont bas, et il y a quand même des vagues d'un bon mètre, 1,50 m. Et quand le père Outgren vous présente le bateau avec lequel vous allez partir, parce que lui vous accompagne aussi. Voilà, c'est un bateau de pêche qui a connu très certainement des jours meilleurs. Et voilà, il y a 2-3 types qui sont dessus en train de préparer le bateau. Vous comprenez assez rapidement alors que vous apprêtez à monter dessus que les pêcheurs là, ils ont l'intention d'aller du côté, justement, ils vont souvent pêcher. Ils parlent de l'île du naufrageur et entre l'île du naufrageur, l'île du Cœur et l'île du Veau. Et que les eaux sont sont très poissonneuses dans ce coin-là. Donc voilà, faut en profiter. Donc c'est pour ça qu'ils vous pressent un petit peu de monter. Okay, très et bien. je propose qu'on s'arrête là-dessus. Vous êtes sur le quai, vous apprêtez à monter sur le bateau en direction de l'île du naufrageur. Eh ben très bien, super. Ouais.